je voudrais commencer brièvement en vous saluant toutes les personnes présentes. Alors c'est vrai que par rapport aux autres années, le format est un peu plus réduit, mais enfin il y a YouTube, donc on salue les personnes présentes dans la salle, mais je salue également ceux qui nous suivent sur YouTube. Je voudrais remercier aussi ceux qui nous accueillent. C'est un rendez-vous annuel qui se répète depuis 5 ans que ce forum et qui témoigne d'une belle vitalité, d'une belle et saine vitalité. Avec pour constante, on vient de le rappeler, un fil conducteur, le rétablissement en santé mentale. La CRSA, Conférence régionale de la santé et de l'autonomie, instance d'expression et de promotion de la démocratie en santé dans notre région, a chaque année soutenu ce forum qui relève de ses missions, celle d'organiser des débats publics. Merci, j'en profite encore, je le dis encore parce qu'il le mérite, on se répète, merci à Tim Grissen, président animateur de notre groupe de travail permanent santé mentale, ainsi qu'au docteur Pascal Cacot, et à tous ceux, bien sûr, qui se sont investis sur la durée dans la préparation de cette journée. Je voudrais rappeler quand même que l'équipe de la CRSA actuelle termine son mandat en juillet prochain et que nombre d'entre nous ne pourront pas être renouvelés, juridiquement ne pourront pas être renouvelés. Et qu'il faudra donc penser à préparer l'avenir de ces forums, peut-être sur d'autres thèmes, je ne sais pas, mais en tout cas, tout ça, ça se prépare. Après avoir traité lors des éditions précédentes de différents défis auxquels doit faire face le rétablissement, je me rappelle du défi numérique, du défi du travail et de l'emploi, du défi de la valorisation des savoirs expérientiels, nous avons choisi cette année le thème des discriminations et de la stigmatisation, thème suggéré par le collectif national des semaines d'information sur la santé mentale. Choix pertinent et tout à fait d'actualité. On en a des exemples tous les jours dans le développement des fake news, des fausses informations qui bénéficient dans les médias, sur Internet et les réseaux sociaux, d'une puissante capacité de diffusion. J'ai été témoin, juste un petit mot, j'ai été témoin il y a quelques jours d'un magnifique exemple de stigmatisation à la télévision, avec un clip public concernant la promotion des gestes barrières chez les jeunes, et avec une stigmatisation des jeunes assez scandaleuse par rapport à la vie des grands-parents. Voilà un exemple de stigmatisation qui peut faire mal. Les discriminations, elles sont très répandues, diffusées, multiformes, pas toujours faciles à cerner. Elles sont les conséquences de mécanismes psychologiques, culturels, sociaux, appelés stigmatisation. Elles sont de toutes sortes. Discrimination liée au sexe, liée à l'âge, à l'origine ethnique des personnes, aux caractéristiques physiques, au handicap, à l'état de santé, à l'orientation sexuelle, aux opinions politiques, syndicales et religieuses. Elles engendrent de la souffrance psychique et impactent la santé mentale. Et évidemment, les personnes déjà concernées par des troubles psychiques sont en première ligne face aux pratiques discriminatoires. Et on sait que l'addition peut être lourde en termes de marginalisation sociale, de baisse de l'estime de soi, d'auto-stigmatisation parfois, et parfois limite l'accès aux soins. Dès lors, et c'est le but de ce forum, il nous faut comprendre pour mieux agir, apprendre à résister individuellement et collectivement, renforcer dans le parcours du rétablissement les compétences des personnes pour faire face à ces mécanismes. Et puis savoir comment et avec quelles ressources on peut lutter. Telles sont les questions, entre autres, qui seront abordées aujourd'hui. Elles le seront selon une méthode qui nous est familière et que nous avons choisi et adoptée, c'est-à-dire que le programme a été conçu et se déroule
avec des personnes directement concernées par le sujet et en fonction de leur propre savoir expérientiel. L'équipe régionale d'organisation, je les ai mentionnés tout à l'heure, n'intervenant qu'en soutien logistique et en appui indirect pour accompagner la construction de l'argumentaire de la journée. Nous allons aujourd'hui à nouveau faire la preuve que par son expérience propre et par les connaissances acquises, le patient est devenu acteur, levier supplémentaire à la promotion de la qualité des soins, à la mise en œuvre de la qualité des soins. Nous allons prouver à nouveau que l'usager du système de santé, libre, autonome, moteur de sa propre vie, citoyen à part entière au sein de la collectivité à laquelle il appartient, dispose non seulement d'une expertise propre sur sa maladie, mais également sur l'organisation générale du dispositif de prise en charge des soins. Ceci est pour nous une évidence et relève des acquis de la démocratie en santé qui, depuis 20 ans, a incontestablement progressé dans notre pays. Je veux ce matin insister sur un point. Nous devons avoir conscience, et la crise nous le révèle, que ces acquis sont fragiles, notamment dans cette période épidémique que nous vivons, et que nous traversons depuis 8 mois, et qui va sans doute encore durer. Dès l'émergence de la première vague, et partout dans notre pays, la démocratie en santé a, elle aussi, été confinée comme mise en sommeil. Durant des mois, les instances où les représentants des associations d'usagers s'étaient jusqu'alors particulièrement investis n'ont plus été réunis pour être informés et pour être concertés, notamment sur des décisions d'ordre public touchant intimement aux libertés et au mode de vie de nos concitoyens. C'est notamment ce qui s'est passé sur le secteur médico-social et le secteur des personnes âgées, avec notamment l'isolement forcé des personnes âgées dépendantes et l'arrêt des visites des familles. Alors certes, en Île-de-France, les dégâts ont été rapidement limités puisque sur notre intervention, l'ARS, et merci Nicolas Péju, l'ARS a rapidement réagi et corrigé ces manquements et que nous avons repris le fil de nos rapports. Mais il n'empêche qu'il existe un malaise réel dans notre pays et les élus des territoires y participent. La sidération liée à la gravité, au caractère inédit de cette épidémie, de cette pandémie, et à l'urgence, explique bien sûr en partie l'absence de ce dialogue, mais elle ne justifie pas tout. On voit bien dans la crise sanitaire que nous traversons qu'il faudra à un moment résoudre, et sans doute par la loi, c'est comme ça en France, l'injonction paradoxale que nous révèle la crise entre d'un côté un modèle de gouvernance centralisateur qui s'estime seul apte à représenter l'intérêt général, et d'autre part le respect des droits progressivement conquis, constitutifs de la démocratie en santé. Pour reprendre ce que disait Nicolas Péju tout à l'heure, il nous faut penser le rétablissement après la crise. Le rétablissement après la crise, il passe, à mon avis, par le développement de la démocratie en santé. Elle peut y être très contributive. Dans le domaine sanitaire, social et médico-social, prendre en compte l'avis des citoyens usagers de façon structurée, transparente, n'est pas un risque, mais une chance, un levier puissant, gage d'acceptabilité par la population de mesures qui sont parfois extrêmement difficiles à mettre en œuvre et permettant de conduire, de retrouver la confiance. C'est ce que nous allons, c'est la démonstration que nous allons une nouvelle fois faire, j'en suis sûr, dans ce forum. Merci.